Bonjour, je suis Delphine Poublan, fondatrice de SOS Professionnel et aujourd'hui je reçois Caroline Mayotte qui est travailleuse sociale et psychothérapeute. Elle a travaillé pendant 20 ans au CAVAC et elle va nous parler de la fatigue de compassion en relation d'aide. Bonjour Caroline. Bonjour Delphine. Je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Je pense que ce que tu as partagé est vraiment très très précieux et c'est pour ça que j'ai vraiment été très contente quand tu as accepté l'invitation. Donc c'est extraordinaire. Ça fait 23 ans que tu es travailleuse sociale, maintenant tu es même inscrite à l'ordre des psychologues aussi, en plus de l'ordre des travailleurs sociaux. Et tu as 20 ans d'expérience dans un CAVAC, un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Ce qui est vraiment pas rien. C'est vraiment comme quelque chose d'assez important. Là, on va en parler un peu plus en détail. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es allée vers le travail social? Est-ce que les personnes victimes d'actes criminels, a priori, c'était la clientèle que tu voulais servir? Ben, quand j'ai choisi mon domaine, ça a été assez fluide. Oui, je voulais être psychologue ou travailleuse sociale. J'avais vraiment une super bonne écoute dès mon jeune âge. J'avais appris à être très apaisante pour mon entourage. Donc, les gens se confiaient facilement à moi. Donc, je savais que c'est vers là que je voulais aller. J'étais en travail social, il y avait moins d'années d'études que psychologue. Donc, c'est ça qui a amené mon choix. À la fin du bac, on doit faire un stage. Puis, j'étais en couple à ce moment-là avec un homme, un jeune homme à l'époque, qui avait été victime d'abus de son père. Puis j'essayais beaucoup de l'aider, mais lui, il était pas prêt. Puis moi, ça me faisait souffrir. Donc, j'ai vraiment décidé d'aller à ce moment-là faire mon stage avec les personnes victimes de violences. Donc, j'ai fait mon stage au CAVAC à Laval. Puis j'ai adoré. J'ai adoré l'équipe parce que c'est vraiment du monde vraiment de cœur qui travaille dans les CAVAC. Des gens qui font ça vraiment pour la passion, pour le contact humain, pour faire une différence. Une super belle solidarité. Donc, après mon stage, c'était comme naturel pour moi que je continuais dans les CAVAC. Et j'ai fait ensuite 4 ans à Montréal. Puis je suis retournée à Laval, puis j'ai fait 16 ans à Laval. Donc, il donne un 20 ans. Puis je suis partie des CAVAC en 2020, pendant la pandémie. Puis j'ai fait une transition à mon compte là, dans les dernières années au CAVAC. Donc, je travaillais moitié au CAVAC, moitié à mon compte comme psychothérapeute. Ben c'est ça, j'imagine que dans ces 20 années-là, tu as dû être confrontée à beaucoup de situations un petit peu extrêmes, en fait, des situations que le commun des mortels comme moi, on n'entend pas forcément parler tous les jours. Ouais, tu as été donc sûrement face à beaucoup de détresse, beaucoup de violence. Oui, en fait, les CAVAC, ça inclut toutes sortes de victimisation. Donc, ça peut être autant des enfants victimes d'abus, un adulte victime de violence conjugale, une attaque au travail, donc de l'harcèlement, menaces, tous les types d'agressions. Donc, c'était pour les femmes, les hommes, les enfants. Donc oui, c'est sûr que, surtout au début, j'étais plusieurs années à temps plein. C'était quand même une grosse charge émotive, c'est beaucoup de souffrance. Les CAVAC aussi font une intervention de crise. Donc souvent l'agression venait juste d'arriver ou ça faisait quelques jours. Donc la personne était vraiment en état de stress aigu. Des fois on voyait la blessure physique aussi des gens. Puis il y avait aussi la notion de danger aussi. Donc si quelqu'un était, mettons, victime de violence conjugale, il y avait la notion de danger qui était là. Donc c'est sûr qu'il y a j'ai entendu toutes sortes d'histoires d'horreur, mais j'ai entendu toutes sortes d'histoires de résilience. Puis ça fait toute la différence. On pourra en reparler peut-être tantôt, mais vraiment de mettre l'accent sur la résilience. C'est ça qui m'a permis de faire ce travail-là pendant 20 ans. Puis toute la solidarité de l'équipe que je parlais tantôt, c'était quand je repense à mes années au CAVAC, c'est vraiment des bons souvenirs, là. Beaucoup de solidarité. On travaillait aussi avec les policiers, avec les avocats. On accompagnait les gens à la cour, on les préparait pour le témoignage. Donc, c'est sûr qu'à la cour, on entendait beaucoup de détails. Donc, ça, c'était pas facile. J'avoue que ça, c'était...
On avait vraiment besoin d'un bon support d'équipe après pour ventiler sur ce qu'on avait entendu. La charge émotive aussi était là à la cour. Ouais, parce que tu sais, quand tu dis qu'il y avait aussi la beauté de ça, tout le soutien dans l'équipe, etc. Parce que je pense quand tu es face à des violences comme ça, il y a la vérité. Il y a comme une authenticité, une vérité de l'humain, quelque chose de cru mais d'authentique, qui fait que avec tes collègues, peut-être, vous pouviez pas non plus vous cacher ce que ça te faisait parfois, tu sais, comme quelque chose qui est plus dans la vérité, peut-être. Ouais, j'aime ça que tu nommes ça, ouais, parce que tu mets vraiment le doigt sur une des choses que j'aime de ce travail-là. C'est qu'on parle pas de la pluie puis du beau temps longtemps. Des fois, 2 minutes pour briser la glace, là. Mais en effet, on est dans le vrai, on est dans l'émotion, on est dans le cœur qui est brisé ou qui est plein d'espoir. Mais c'est vrai que c'est vraiment un contact proche de l'humain. Puis dans l'équipe aussi, on avait vraiment besoin d'avoir des vraies discussions, un vrai support, puis mais des fois on lâchait notre fou aussi, là. C'était vraiment important. Oui, tu me pour la santé mentale. Mais il y avait des liens forts, dans l'équipe, vraiment. On se connaissait, comme tu dis, sous différents angles, là. Donc, malgré toutes les histoires d'horreur, toi, c'est toi qui dis, histoire d'horreur que tu as, desquelles tu as été témoin ou des personnes que tu as accompagnées. Malgré ça, c'est l'équipe qui t'a aidé à tenir ou c'est des pratiques à toi, parce que 20 ans, c'est beaucoup, ça me semble. Oui. Moi-même, quand j'ai 20 ans, je suis surprise moi-même, mais bon, ça a été vite. Ça a été un gros deuil quand je suis partie aussi, puis c'était pendant la pandémie. Mon équipe m'a beaucoup manqué. Mais oui, l'équipe faisait toute la différence. Tu sais, des fois, on entend, là, un milieu de femmes, il y a beaucoup de compétition, de jalousie. C'était un milieu de femmes. J'ai juste vécu des belles relations dans ces 20 ans-là. Donc, il y a des exceptions, en tout cas, c'est sûr. Donc, il y avait vraiment beaucoup de générosité, beaucoup de générosité entre les intervenants, des petites attentions. On se parlait, tu sais, de nos fins de semaine. Donc, il y avait vraiment une belle complicité. Puis, j'ai remarqué que pas mal dans tous les CAVAC, c'est comme ça. Parce qu'après, j'ai donné des formations dans les autres CAVAC. Puis, ça semble être pas mal ça dans tous les CAVAC. Puis il y a mes pratiques aussi que j'ai développées avec le temps qui m'ont aidé à continuer de travailler au CAVAC. Personnellement, moi, j'ai travaillé pas du tout dans les CAVAC au Québec, mais j'ai travaillé dans l'humanitaire. J'arrivais sur des situations dans des pays en guerre ou après le tsunami en Indonésie en 2004. Donc, il y avait des morts partout, puis ils étaient encore en train de nettoyer les corps et tout ça. Et j'ai réalisé plus tard, parce que là j'étais jeune, puis j'étais comme waouh, c'est l'aventure, c'est la dévotion, c'est le don de soi. J'adorais ça. Mais plus tard, j'ai réalisé à quel point il y a comme un espace un petit peu traumatique aussi dans ce qu'on vit à travers tout ça. Est-ce que toi aussi, tu en as pris conscience à un moment donné dans tes 20 années? Oui, totalement, Il y a même un mot, un concept qui s'appelle le trauma vicariant, qui est justement quand les personnes en relation d'aide sont exposées de façon répétée au trauma. C'est un peu comme un effet de contamination. C'est-à-dire qu'on commence à développer soi-même des réactions post-traumatiques, même si on l'a pas vécu. Ah oui. Ouais. Donc, ça peut être pour les gens dans les CAVAC, les intervenants en maison d'hébergement, ça peut être pour les ambulanciers, les policiers. C'est sûr que j'en oublie, mais c'est quelque chose qu'on peut voir. Moi, je l'ai vécu. Ça a pris quand même quelques années. Je pourrais pas dire, t'es pas une année ou un moment spécifique, mais c'est peut-être un peu de l'usure qui s'est fait avec le temps. Puis éventuellement, après quelques années, j'ai commencé à développer vraiment des réactions post-traumatiques. Je faisais des cauchemars très, très violents. Je me réveillais en sueur. J'avais développé une peur des hommes. Donc, c'était pas facile pour dater. J'avais vraiment beaucoup de méfiance. J'avais peur de me faire agresser sexuellement. J'avais vraiment développé cette peur-là. Alors que toi, tu l'avais pas vécu dans ton histoire. Non, toi. exactement. Non. Donc, j'avais des flashbacks. Des fois, il y a certaines histoires qui nous marquent plus que d'autres. Des histoires où on a vu des images de l'agression pendant que la personne nous parlait. Ça arrive. Puis moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, dans mes premières années, surtout, après, j'ai développé des trucs, mais je voyais des images. Puis après, je pouvais avoir des flashbacks qui m'arrivaient. Donc, ça fait que j'ai vraiment remis en question à quelques périodes mon travail au CAVAC. À chaque fois, j'avais probablement du support de l'équipe.
on en parlait en supervision clinique aussi. Puis à chaque fois, je retrouvais comme un moyen qu'on pourrait reparler à chaque fois pour continuer. Puis que ça soit plus la résilience vicariante qui prenne le dessus. Donc être plus contaminée par la force des gens, par les histoires d'espoir, comment les gens transforment la souffrance aussi. Donc c'est une chose de diminuer la souffrance, mais on peut aussi la transformer, la transmuter. Donc j'ai mis l'accent là-dessus de plus en plus, puis je continue. Parce que je vois encore des personnes victimes de violence là, à mon compte. Je fais un groupe aussi pour les personnes victimes de violence. Donc je continue à... C'est vraiment une thématique qui vient vraiment beaucoup me chercher. C'est vraiment... Pour moi, c'est un peu ma mission de vie, j'ai l'impression. Puis à travers ça, je mets l'accent sur toute la reprise de pouvoir, la beauté de l'humain là-dedans, la force de l'humain. Puis c'est vraiment là-dessus que je mets mon focus, en fait. Ouais, moi aussi, c'est ça qui m'avait marqué en Indonésie, tu sais, si je fais le parallèle, c'est de voir ces enfants qui venaient donc de vivre un tsunami, hein, ils avaient perdu leur maison, puis beaucoup de gens de leur famille, mais ils continuaient à jouer dans les rivières. Tu sais, cette image en Asie où les enfants rigolent dans la rivière et continuent à vivre, et la vie est tellement forte, elle est tellement fragile, puis en même temps, elle est tellement forte. Ça m'avait vraiment marqué très, très fort. Et j'avais aussi un travailleur qui était le meilleur travailleur, tu sais, le plus dévoué, qui arrivait tous les jours avant l'heure de travail et qui travaillait tard. Et j'ai appris, après 3 mois de travailler avec lui, qu'il avait perdu sa femme et ses 4 enfants dans le tsunami. Tu sais, c'est un peu ça, je pense, la résilience vicariante. C'est comme, tu fais, waouh, cet être-là est tellement beau, est tellement présent, dévoué et encore plein de vie. Puis c'était pas quelqu'un qui se positionnait en victime du tout. Vraiment quelqu'un qui allait retrouver sa force, hein, sa force de vie à l'intérieur. Ouais. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça de personnes qui t'inspirent plus que d'autres? Ouais. Puis tu le décris tellement bien, c'est exactement ça, c'est que ça nous marque, puis après, ça nous transforme en tant qu'humain d'avoir vu ça. Donc, j'en ai plein. C'est sûr qu'il y a un suivi peut-être à la fin, plus de mon CAVAC, qui est plus récent. C'était un suivi qui m'a vraiment touchée, là. C'était un monsieur qui venait pour je dirais pas trop de détails, là, mais c'est un monsieur qui venait pour une agression au travail. Puis, ça l'a amené à avoir des idées suicidaires, là. Ça l'a vraiment beaucoup ébranlé à plusieurs niveaux. Puis, il y avait vraiment son plan. Il était prêt vraiment à passer à l'acte, là, peut-être à la 2e ou 3e rencontre. Puis, avec l'intervention, là, il y a une confiance. Il y a eu un tournant total où que là, en fait, il a repris goût à la vie, mais à un niveau exceptionnel. Il s'est mis à faire des choses qu'il n'avait jamais fait. Il s'est mis à être... c'était un monsieur quand même avec une certaine corpulence. Il est devenu Père Noël, bénévole pour les enfants. Cool. Puis, l'agression l'a amené à me parler de certains abus qu'il avait vécu dans l'enfance. dont il n'avait jamais parlé. Mais ça l'a fait réveiller ça, puis on a pu en parler puis l'aider par rapport à ça. Donc c'est vraiment libéré d'un poids. C'est un monsieur dans la 50aine, il s'est libéré en même temps d'un gros poids qui traînait depuis qu'il était jeune. Parce que c'est très tabou, hein, les hommes qui ont vécu des abus. Donc aussi, c'est que on sait jamais qu'est-ce que l'agression va réveiller du passé. Des fois, c'est aussi le temps de faire un gros ménage. On va prendre soin de la nouvelle blessure, mais on peut prendre soin des anciennes blessures en même temps. Donc, puis toutes les fois que j'ai vu des personnes témoigner à la cour avec une force incroyable, ça me donne beaucoup de courage. Sincèrement, dans ma vie, souvent, là, ça me donne beaucoup de courage. Puis je repense à ce que les personnes ont été capables de traverser. Ça relativise aussi des fois mes défis dans le quotidien. C'était témoin de la force de l'humain à travers tout ça. Puis une force que la personne ne se connaît pas, tant que c'est pas arrivé. Souvent, les gens me disent, si j'avais su que je traverserais ça, je t'aurais jamais cru. Mais la personne se découvre à travers ça aussi. Il y a des forces qui étaient cachées qui là, doivent prendre le relais. Puis ça, c'est une grande leçon, de guillemets, quand on aide quelqu'un. Il ne faut jamais se mettre à la place de l'autre. Parce qu'on n'est pas à la place de l'autre. Parce qu'on n'a pas accès à ses forces. La personne qui souffre, elle a des forces que nous, on n'a pas. Donc, on aidait aussi les proches, parce que les proches souffrent beaucoup. Quand que ton enfant était victime, quand ton conjoint était agressé. Puis des fois, la souffrance des proches est des fois même plus grande
Parce que eux ont moins accès à cette force-là de la résilience. Mhm. Donc, il faut aller essayer de la réveiller chez eux aussi. Wow, extraordinaire. Mm. Puis ta propre résilience en tant que thérapeute, j'imagine. Moi, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai découvert beaucoup de termes et notamment la fatigue de compassion. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler. Et je pense que pour toutes les personnes qui travaillent en relation d'aide, que ce soit les infirmières, les thérapeutes, les enseignants aussi, je pense que ça peut leur arriver de vivre de la fatigue de compassion. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui connaissent pas, et aussi est-ce que toi tu l'as vécu, est-ce que tu peux donner des exemples Ouais. Ben, je vais prendre une image qui illustre bien. C'est un peu comme de voir les gens que t'aides comme des personnes qui ont un bol vide. Puis que parce que leur bol est vide, toi tu prends ton bol puis tu remplis leur bol. Puis à force de remplir leur bol, ben tu te retrouves toi-même avec un bol vide. Donc c'est un peu ça la fatigue de compassion. En même temps, c'est un terme qu'on utilise moins. La science a fait des recherches, puis ça a changé un peu. On parle plus de détresse empathique. Détresse empathique. Ouais. Okay. Donc, parce que l'empathie, ça serait vraiment je ressens la souffrance de l'autre. Donc, je suis vraiment un peu comme je disais, contaminée, je la ressens. Donc, ça amène une détresse, parce que je deviens comme vraiment affectée, mon bol devient vide. La compassion, on va plus dire que je vois ta souffrance, puis je veux t'aider. Donc, je suis dans l'action pour t'aider. Puis à ce moment-là, c'est pas que je prends mon bol puis je t'en donne, c'est un peu de dire, je remplis mon bol, je prends soin de moi, je me donne de l'autocompassion, puis ça déborde tellement qu'il y en a qui débordent dans ton bol. Mais mon bol, il est pas vide parce que moi, je me nourris de compassion aussi. Je nourris l'autre de compassion puis je m'en nourris. Il y a l'autocompassion dans le fond. Qui est à l'œuvre. Oui, c'est ça, exactement. Le thérapeute envers lui-même, puis envers ses collaborateurs aussi, comme tu disais. Puis... Oui, c'est tellement, tellement, tellement important. Là, moi, quand j'ai découvert ça, ça a fait vraiment un gros changement dans ma vitalité d'intervenant, dans ma présence, dans l'énergie, parce que je prenais vraiment soin de mon bol. Donc, puis j'ai encore à le faire. Des fois, c'est facile de tomber plus dans l'empathie. La sympathie, là, c'est vraiment que je souffre avec l'autre. Donc, l'empathie, c'est je ressens ta souffrance. Puis la compassion, c'est vraiment je la vois. Donc, c'est vraiment comme 3 étapes, je trouve, quand on fait cette carrière-là, de passer de sympathie, empathie, puis ensuite la compassion. Donc là, on s'est comme un peu brûlé en voulant aider les autres. Puis là, on a compris que, OK, j'ai des limites. Si je prends pas soin de mes limites, je peux pas être là pour mes clients. Est-ce que ça t'est arrivé dans le fond, parce que tu dis maintenant t'es rendu à la compassion, est-ce que ça t'est arrivé d'être dans l'empathie ou même la sympathie puis de vraiment te vider complètement? Oui, ça m'est arrivé. C'est sûr que je pense à 2 moments. Il y a la période où je te disais qui était plus tu sais, vraiment là du trauma vicariant, puis j'étais aussi sûrement dans la fatigue de compassion ou détresse empathique. Puis là, je remettais mon travail en question. Puis, j'ai vraiment eu une période vraiment d'épuisement pendant la pandémie. Là, j'ai vraiment été plus d'énergie. J'écoutais mes clients, j'avais le goût de pleurer avec eux. J'étais moins concentrée, j'étais fatiguée. J'avais moins de compassion pour eux aussi. Des fois, j'étais irritable. Puis je voulais juste aller vendre des fleurs pour un fleuriste, là. Quelque chose de léger, de beau, puis de facile. Donc il y a eu cette période-là, puis ça a été un gros défi pour moi parce que ma médecin me signait un arrêt de travail. Et j'ai pas voulu. Je me sentais coupable. Je me disais que mes clients pourraient pas survivre à la pandémie sans moi. C'est un peu de l'ego, mais bon, c'est ça que je me disais. Puis l'identification aussi au thérapeute qui doit comme supporter les autres. Puis je suis sûre que je suis pas la seule thérapeute qui a vécu ça pendant la pandémie spécifiquement. C'est qu'il y avait vraiment manque de ressources. Puis un grand besoin. La santé mentale était pas très... comment je pourrais dire? Il n'y avait pas beaucoup d'importance donnée à la santé mentale. On était axé sur la santé physique. Mais la santé mentale a été vraiment échaudée dans tout ça. Puis nous, on l'a vu. Donc, il y avait beaucoup de demandes. Il y en a encore beaucoup. Fait que c'était dur de mettre des limites. On voulait être au service, mais nous-mêmes, on vivait la pandémie. Donc moi-même, je vivais des conséquences de la pandémie. C'était spécial comme situation de vivre la même souffrance que mes clients en même temps.
Donc là, des fois, j'étais justement dans la sympathie ou l'empathie. Puis j'ai pas voulu prendre mon arrêt de travail au début. 3 mois plus tard. À cause de la culpabilité, petite parenthèse exact. Comme genre, est-ce que tu pensais vraiment comme ce sentiment de culpabilité qui faisait que... Oui. Je pense pas, te connaissant, je pense pas que c'était vraiment l'ego qui disait non, mais comme plus la culpabilité de dire, ben là, ils vont craquer à cause de moi ou parce que je suis pas là. Oui, exactement. Ouais. C'est intéressant parce que je voyais quand même une superviseure clinique qui m'a beaucoup aidée, puis elle me dit à un moment donné, quand on est vulnérable ou fragile, on oublie la force des autres. Fait qu'elle dit, oublie pas la force de tes clients. T'es en train de projeter ta propre fragilité en ce moment sur tes clients. Tes clients, ils ont de la résilience, ils ont des outils, ils sont capables. Ça m'a beaucoup aidé. Finalement, mon corps m'a arrêté parce que j'ai eu une fracture, une grosse fracture au pied. J'étais en chaise roulante, donc j'avais pas le choix d'arrêter. Puis ça m'a vraiment fait du bien. J'avais vraiment besoin de cet arrêt-là. Toi, tu l'interprètes comme c'est ton corps qui t'a parlé, là, clairement. Moi, j'interprète comme parce ça. que ton centre intellectuel voulait pas admettre, accepter, puis ton corps a dit non, je veux pas plus loin, là. Moi, je le vois comme ça. Parce que c'est trop impressionnant, là. Même ma superviseure n'en revenait pas. Je parlais avec elle de mon hésitation à arrêter. Puis quand je finis par l'appeler puis dire, ben, tu sais pas quoi, je suis arrêtée, j'ai une fracture au pied. Elle aussi a trouvé que c'était vraiment une coïncidence assez incroyable. Puis le pied, c'est comme je veux pas avancer le message, hein, je veux plus, là, je veux m'arrêter là. Parce que quand t'as mal au pied, t'as du mal à marcher. Hein, clairement. Je bouge plus, je bougeais plus. Donc, ça m'a vraiment montré que ce que je dis aux clients, c'est pas toujours facile à appliquer. Tu sais, je montre aux clients à s'écouter, à répondre à leurs besoins, mettre des limites, se prioriser. Mais là, tu vois, c'était moi qui avais besoin de le faire. Donc, des fois, on est cordonnier mal chaussé. Puis, mais après, ça a vraiment été une expérience de résilience, justement. Puis, j'ai appliqué à moi tout ce que j'appliquais aux personnes. Je me suis appliqué la pleine conscience, l'autocompassion. J'étais connectée aux émotions positives, à mes forces. Donc, j'ai été puisée vraiment dans tout ça, puis ça m'a vraiment aidée. J'imagine que ça a pris du temps de reprendre le dessus parce que ça a dû être un choc quand même, ton accident, le fait d'être immobilisé, de devoir demander de l'aide. Quelqu'un qui a l'habitude d'aider les autres, il y a un espace où tu devais aussi demander de l'aide. Ça t'a pris du temps, j'imagine, à structurer un peu ce que tu dis, dans le sens, oui, après j'ai appris à prendre soin de moi, puis à intégrer les outils que je conseillais. Mais tu dirais quoi? Ça t'a pris beaucoup de temps? Ça a pris des messages, d'autres messages d'alliés, des amis qui t'ont... Ben, comme je disais, j'étais en bonne main. J'avais une superviseure clinique qui est spécialisée dans l'approche orientée sur les solutions. Donc, elle m'a fait quelques rencontres plus comme cliente, presque comme psychothérapeute. Puis rapidement, j'écrivais, j'observais qu'est-ce qui m'aidait. Puis je me suis même fait un petit guide. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a un pied qui est fracturé? Donc, j'essayais de me positionner un petit peu dans la posture de qu'est-ce que moi je dirais à quelqu'un qui vit ça. Puis ça a été en fait peut-être une semaine ou deux avant que je sois plus axée sur mes outils puis la résilience. Une semaine ou deux de choc, de souffrance physique, ce qui était assez intense. Puis aussi, ce qui m'a aidé, c'est la réponse de mes clients. Je peux rentrer dans les détails à ce moment-là. Je pensais qu'ils diraient « tu m'abandonnes » ou « qu'est-ce que je vais faire sans toi ?» Puis non, pas du tout. C'est des beaux mots de bienveillance. Prends soin de toi avec tout ce que tu nous donnes. C'est le temps que tu penses à toi. Puis ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, là. Je trouve ça généreux de leur part. Mais j'ai vraiment vécu, c'est quoi tout le dilemme d'accepter sa limite, de choisir. C'est tellement facile de le suggérer aux autres, de le faire. J'ai plein de clients à accepter de prendre un arrêt de travail. J'ai aidé des collègues à accepter d'être en arrêt de travail. Mais là, quand c'est toi, c'était vraiment... j'ai vécu c'est quoi. Donc maintenant, j'ai goût d'aider aussi les intervenants à s'écouter puis à mettre des moyens pour prendre soin d'eux aussi. Ça me parle beaucoup aussi. Donc ça a été un shift aussi au niveau professionnel, dans le sens que t'as senti maintenant que c'est souvent ce qu'on dit quand on a vécu une dépression ou bon là c'était pas une dépression dans ton cas, mais
on vit une initiation. C'est comme on est allé au fond du trou, puis après on peut aider d'autres personnes, rester au bord du puits, mettons, puis aider les autres à traverser ça. Donc toi, est-ce que ça a été un chiffre dans le sens que tu as voulu davantage t'orienter vers soutenir les aidants, justement, les thérapeutes et tout ça? Oui. Puis en fait, j'ai fait une dépression, c'est vraiment dépression avec la fracture. Ouais. Donc la dépression, elle a pris quand même quelques mois, elle a se guérir aussi. Ouais. J'ai vu aussi c'est quoi le temps que ça prend aussi. Que je savais cognitivement, mais là je l'expérimentais, c'est autre chose. Puis c'est drôle, j'avais jamais fait le lien avant maintenant, je comprends pas, mais quelques mois après, avec une de mes anciennes collègues, Isabelle Saint-Jean, on a décidé de monter une formation pour les intervenants pour favoriser la satisfaction de compassion puis la résilience. Le lien est évident en ce moment, mais bon. Puis on avait déjà parlé de ça avant, mais c'est vraiment après cette période-là qu'on s'est rencontrés puis qu'on a vraiment mis ça sur pied. Est-ce que tu peux redonner le titre de ta formation? Oui. C'est favoriser la satisfaction de compassion, et la résilience. OK. Satisfaction de compassion. Donc, on parlait tantôt de la fatigue de compassion. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence? Oui. En fait, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est notre bol qu'on garde plein. Donc, satisfaction de compassion, c'est que je garde mon bol plein tellement que j'ai beaucoup de compassion à offrir, c'est satisfaisant. Je suis comme... je ressens des émotions positives à faire mon travail parce que il y a des choses qui ont du sens dans mon travail, comme tu nommais le contact humain, ou faire une différence, ou le travail d'équipe, ou me sentir utile. Puis je vois l'impact de ce que j'offre sur les gens, puis ça m'amène une grande satisfaction de compassion, en fait. C'est nourrissant, finalement, la compassion. Oui. C'est de l'amour. Oui, c'est ça. Ça se partage, c'est ça qui est... L'amour envers soi. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est toujours facile de le dire aux autres, comme autant que ce soit lâcher prise, où il faut savoir s'aimer soi-même et tout ça, tu sais, tous ces grands principes, entre guillemets. Et là, tu sens que tu l'as expérimenté davantage, que tu peux vraiment le pratiquer au quotidien, pratiquement. Oui. Ouais. Oui, c'est ça exactement. C'est comme d'incarner ce qu'on veut, ce qu'on veut envoyer comme message aux clients aussi. Donc, c'était une notion qui était importante pour moi, mais je sens que je l'incarne plus avec ces expériences-là, avec l'aide que je suis allée chercher aussi. Puis là, je sens vraiment que moi-même, je m'en donne au cours de ma journée de travail. Parce que des fois, il y a des situations, par exemple, qui me touchent plus. Il y a des moments où je me sens impuissante, que la souffrance ou la situation me semble tellement grande que je me dis comment je vais l'aider. Ben, c'est vraiment à ce moment-là de m'offrir de la compassion pour moi, de reconnaître que c'est un travail qui est pas facile. Puis c'est juste normal d'avoir des moments d'impuissance. C'est normal d'avoir des moments de doute. Le fameux syndrome de l'imposteur, c'est juste normal de l'avoir. Donc, c'est vraiment d'accueillir toutes ces difficultés-là comme elles font partie de ce travail-là. Je les accueille, je me donne de la compassion, puis je focus sur ce qui fait du sens. Je focus sur mes valeurs, mes forces, qu'est-ce qui me motive. C'est comme des vagues de contraction, comme dans l'accouchement, tu sais. Il y a un accueil parce que ça va passer aussi. Ces doutes-là, puis tout ça, ils arrivent, ils viennent, et ils peuvent te submerger au point que tu peux te sentir vraiment dans le désespoir aussi, j'imagine, des fois. Mais tu sais que ça va passer, c'est une vague. Puis pourquoi qu'on tolère cette vague-là? Parce qu'il y a un sens. Comme l'accouchement, il y a un sens, tu sais que tu vas donner naissance. Mais c'est un bon exemple, C'est toujours de s'accrocher au sens, c'est ça qui va amener à tolérer ce qui est désagréable. Pour toi, le sens, donc, c'est parce que tu connais ce processus où le client atteint un certain seuil de résilience, j'imagine. Ou pour toi, c'est quoi le sens exact, peut-être? Ou c'est peut-être un sens personnel à toi et pas forcément à ce que tu offres à tes clients? Le sens, je dirais que c'est que la souffrance, ça fait partie d'être un être humain. Tu sais, ça fait partie de la vie humaine. Fait que le sens, je dirais que pour moi, c'est que si, comme être humain, on arrive à savoir comment être là pour soi quand on souffre, on va vraiment vivre avec une sécurité intérieure, qui est ce qui est plus important. Donc, c'est comment je prends soin de moi quand je souffre. Donc, moi, ce qui me touche beaucoup, là, c'est quand je vois un client qui a eu un déclic, puis qui parle de lui avec amour. J'ai 2 clientes cette semaine que la cliente, la première rencontre, elle se juge, elle pense qu'elle n'est pas fonctionnelle, elle pense qu'elle peut pas travailler, elle pense qu'elle a pas d'habileté sociale. Moi, je vois une jeune femme comme
capable de s'exprimer avec plein de force, mais elle se jugeait très fort. Puis cette semaine, elle nommait comment que elle reconnaissait de son cheminement, elle reconnaît elle vient de loin, elle a vécu de la violence dans sa famille, beaucoup de rejet, de la violence conjugale. Après, elle a vécu une agression au travail. Puis elle était capable de reconnaître, mais j'ai tellement vécu de choses. C'est juste normal que des fois, j'ai un petit peu de perte de concentration. C'est juste normal des fois que je doute de moi. Mais elle dit, je suis vraiment fière de où je suis rendue. Puis quand j'entends quelqu'un qui parle d'elle-même comme ça, moi, c'est mon cadeau, là. Ouais. J'ai vraiment l'impression que tu retravailles les fondations des humains que tu as à l'intérieur, en face de toi. Comme si la fondation, c'est l'amour de soi. Puis souvent, ces personnes, je m'inclus là-dedans, on a manqué peut-être d'amour quand on était petit. Il y a eu, par défaillance humaine, il y a eu des manques d'amour, il y a eu des bris de confiance, il y a eu des traumas, il y a eu des choses. Là, tu retravailles les fondations, remettre de l'amour pour que la maison soit plus solide, là, pour que l'individu soit plus fort. Ouais, c'est une belle image. Puis quand on parle de résilience, justement, on pourrait imaginer que quand il y a un tremblement de terre, ben, c'est une occasion de renforcer nos fondations. Donc peut-être que les fondations vont être encore plus fortes qu'elles étaient avant le tremblement de terre. Donc, Puis je sais que tu as été chercher à travers ces années d'expérience, tu as été chercher beaucoup d'outils. Est-ce que tu as le goût de nous partager les outils qui te nourrissent le plus à toi, justement? Qui sont les plus efficaces pour toi? Oui. Je vais y aller dans le temps même. Je pense que la pleine conscience a été un de mes outils qui m'ont été le plus efficaces que j'ai intégrés. Ça fait au moins, je sais pas, peut-être une 12aine d'années, 14 ans que j'ai rencontré la méditation pleine conscience. Au début, c'était à titre personnel. C'était vraiment pour moi, pour gérer mon stress, pour être plus présente. Puis ensuite, j'ai eu la chance que la pleine conscience est reconnue comme une approche en psychothérapie. Donc, j'ai eu des formations avec d'autres psychologues sur la pleine conscience. Donc, je l'utilise avec les clients, mais je l'utilise pour moi. Avec un client, d'être vraiment comme revenir en conscience de mon corps qui est assis. Un de mes trucs, c'est que je prends le temps de boire de l'eau quand je suis avec un client. Donc, pendant que je bois de l'eau, je reviens à mon centre à moi, je reviens à mes sensations physiques. Donc, ça m'empêche de me perdre en écoutant l'autre. Comme une posture qu'on voit souvent chez les intervenants, c'est le cou avancé comme ça, là. Donc, ça donne des petits problèmes de dos. Donc, c'est vraiment de se recliner dans son siège, de vraiment rester avec soi pendant qu'on est à côté de l'autre. Dans sa verticalité. Oui, exactement. Prendre le temps de respirer pendant les rencontres, me faire des petites pauses entre les rencontres. Au Québec, on avait commencé à inclure une petite séance de yoga doux que je donnais sur l'heure du midi. Donc, on se faisait un petit 30 minutes de yoga, toute l'équipe ensemble, pour vraiment calmer notre système nerveux. Parce qu'un point qui est important quand tu travailles avec des personnes qui ont été victimes de violences, leur système nerveux est atteint, c'est normal. Donc, le système nerveux, là, il sonne l'alarme, il est en hypervigilance. On a des cellules miroirs, donc ça peut nous atteindre puis activer aussi notre système nerveux. Ou résonner dans notre histoire. Si nous-mêmes, notre système nerveux commence aussi à résonner avec le système nerveux du client, là, on a deux systèmes nerveux qui sonnent l'alarme. Donc pour moi, prendre soin de moi, c'est de prendre soin en même temps du client. Parce que je m'autorégule, j'essaie de revenir à mon corps, à la respiration, calmer mon système nerveux. Et comme ça peut faire un effet miroir sur le client. Donc souvent, les clients vont dire « Oh mon Dieu, je me sens vraiment plus apaisée quand je te vois, quand je te parle. Des fois, juste dans la salle d'attente, ils se sentent plus apaisés. Donc, vraiment, calmer mon propre système nerveux avec la pleine conscience. Puis, ça me permet aussi d'être en observation de la souffrance, plutôt que de plonger dans la souffrance avec le client. Puis, ça me permet moi-même de tolérer plus aussi ce qui est désagréable pendant la rencontre. Ou de la peur, ou de l'impuissance. Donc, tu utilises le verre d'eau. Est-ce que tu utilises la respiration quand tu es face à quelqu'un? Peut-être de manière subtile pour pas non plus. Oui, subtile, mais des fois non, parce que non. c'est quoi mon truc? C'est que je le fais avec les clients. Donc, c'est un 2 en 1. Ah oui. Donc, on respire ensemble. OK, on va respirer. Oui, c'est ça. Moi, ça fait du bien, puis le client aussi. Donc, je commence beaucoup de rencontres avec un 7 minutes de pleine conscience. Donc, c'est un cadeau que je fais aux clients, mais à moi aussi. Donc, oui, je respire, mais même avec les clients qui sont d'accord. Si les clients sont pas à l'aise, je respecte ça. Mais oui, je reviens avec une respiration abdominale plusieurs fois dans une rencontre. Ce que je retiens de tout ça, c'est de ne pas s'oublier.
Hein? Ne pas s'oublier. C'est pareil quand on est parent, puis on a beaucoup de professionnels dans notre clientèle qui sont des parents, hein, ils sont professionnels, beaucoup en relation d'aide ou en première ligne. Ils sont aussi des parents. Donc c'est double défi. Totalement. Là, Oui, on le vit dans plein de formes. Tu sais, il y a un peu l'image, tu sais, qu'on connaît là, du masque dans l'avion. Tu sais, il nous explique bien qu'il faut mettre son masque avant de mettre le masque à l'enfant. Parce que si on n'a pas notre masque, on n'est pas utile pour aider l'autre. Mais j'aime bien l'image que quand on est intervenant, souvent, on voudrait mettre le masque à tout le monde dans l'avion. Et pas à soi, on s'oublie. Là, c'est un gros travail de dire, je mets mon masque en premier, puis ensuite, je regarderai qui à côté a besoin d'aide. Sauf qu'après, t'es obligé de sauter de l'avion pour t'évacuer, sinon tu peux plus respirer. Oui, ça. Et c'est souvent ça qu'on voit malheureusement chez les professionnels, c'est qu'ils s'oublient, et jusqu'à ce que ça craque pour de vrai. En fait, ils entendent pas les signaux, ils entendent pas. Puis c'est d'en parler aussi, parce qu'il y a beaucoup de honte, hein. Je me suis souvent dit, mon Dieu, je suis pas assez bonne, c'est pas normal que j'aille le goût de pleurer quand ma cliente me parle de son agression sexuelle, ou si je suis pas assez bonne parce que je sais plus quoi dire à ce client-là qui s'est fait mettre un couteau sur la gorge. C'est tabou. Parce que tu veux comme avoir l'air en contrôle, que tu sais quoi dire, tu sais quoi faire. Donc, plus on en parle, plus qu'on s'encourage aussi dans cette humanité commune-là. C'est une chose qu'on parle beaucoup dans la formation aussi. Parlez-en en équipe. Osez vous montrer vulnérable. Puis c'est comme ça que aussi vous allez briser ce tabou-là. Qu'on a le droit d'être touché aussi. Ça m'arrive de plus en plus d'avoir les yeux pleins d'eau, là. Je pleure pas à chaudes larmes devant le client, parce qu'il n'y a pas à me consoler, mais de montrer que je suis touchée, j'apprends que ça peut être aidant en rencontre, mais ça peut être aidant avec l'équipe aussi. De normaliser ça. C'est une étape d'autocompassion qui s'appelle l'humanité commune. Mais j'aime beaucoup ça parce que tu te replaces au même niveau que ton client. Tu t'es plus comme avec un espèce de rapport de pouvoir. Je suis celle qui sait, puis toi t'as vraiment besoin d'aide là. Exactement, Et puis ça l'aide en soi, rien que ça, je pense que ça l'aide à remonter finalement, à remonter son moral. Totalement. Donc tu offres cette formation de plusieurs jours avec ta collaboratrice, c'est ça? Oui, avec Isabelle Saint-Jean qui est criminologue. On l'a fait sur 2 après-midi. Une formation de 7 heures. 2 après-midi, pourquoi? Parce qu'on donne beaucoup d'outils. On veut que les gens intègrent puis pratiquent les outils pour qu'on fasse un retour, puis qu'on voit s'il y a des questions ou des défis. Puis aussi, je suis en train de monter un groupe sur 6 semaines pour les intervenants. Donc, vraiment un groupe sur 6 semaines pour que les gens vraiment se pratiquent. Parce que c'est vraiment une pratique, la pleine conscience, l'autocompassion. Puis moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'il y a plein de belles formations. Mais ce qui me tient à cœur, c'est de donner des formations qui sont concrètes. Que c'est pas juste un bon moment que tu as passé, que vraiment il y a un impact après au quotidien. Tu as vraiment des outils concrets qui vont t'aider comme intervenant. Moi, ça m'aide. Après, on peut avoir différents outils. Il y a tous les auto-soins aussi qui sont importants. Comment, dans une journée, on prend le temps d'avoir une pause, s'offrir un massage après le travail. Donc, tous les auto-soins. Mais il y a toute comme c'est une culture aussi à changer, d'en parler, d'offrir de la solidarité, d'oser être vulnérable comme intervenant. Et c'est extraordinaire parce que tu as accepté d'offrir, du moins à tous les gens qui connaissent SOS Professionnel, un petit avant-goût de ta formation. Et tu vas donner un 3 heures le 1er décembre à Val-David avec nous. À tarif très, très spécial. En fait, ça va permettre aux gens de venir voir, de venir te connaître, te rencontrer, voir si c'est quelque chose qui les attire. Et en fait, je pense c'est une porte d'entrée pour que sortir du tabou, ce que tu dis, sortir du tabou et commencer à se permettre de se faire du bien aussi. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment à 3 heures, moi je vois de douceur. Tu sais, on va voir des outils, mais avoir des moments d'échange aussi justement pour normaliser, pour s'entraider, pour s'écouter. Puis ça va être vraiment un moment pour apprendre à être son meilleur collègue en fait, de voir comment je me parle au cours de la journée. Moi, je me parlais vraiment, vraiment difficilement. Puis j'étais chanceuse, j'étais en équipe. Donc, j'avais des bonnes collègues pour me ramener dans la réalité. Mais j'ai découvert quand j'étais à mon compte que j'avais plus de collègues. Donc, il fallait que moi-même, je sois ma propre bonne collègue. Puis que je m'encourage, que je vois mes forces, que je normalise mes défis. Parce que sinon, c'était difficile comment je me parlais avant.
Ça agrurgeait toute mon énergie, en fait, de me parler comme ça. Mais c'est extraordinaire que tu es à ton compte, mais ce que j'ai compris, c'est que tu continues d'accompagner aussi des personnes victimes de violences. Encore. Oui. C'est un choix que j'ai fait pour prendre soin de moi après 20 ans au CAVAC, d'être à mon compte. Comme ça, oui, il y a une partie des personnes que je rencontre qui sont des personnes qui ont survécu à de la violence, mais aussi, je rencontre des personnes pour d'autres motifs de consultation. Fait que c'est un équilibre pour moi à trouver pour continuer d'être au service par rapport à cette problématique-là, mais prendre soin de moi avec des situations un peu plus légères ou peut-être moins traumatisantes, pour vraiment comme que je puisse continuer à faire ce travail-là avec une bonne vitalité, une bonne présence. Ouais, la maturité de ton expérience qui est en train de s'incarner en toi. Oui, de plus en plus. Pas toujours là, mais de plus en plus, oui. Écoute, Caroline, je te félicite. Je suis vraiment honorée et impressionnée par ton parcours. Je pense que tu peux te dire des bonnes pensées positives parce que il n'y a pas tant de personnes qui ont vécu ce parcours pendant autant d'années et qui font autant de bien finalement autour d'eux. Donc merci de le faire. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ça me fait plaisir de collaborer avec la formation de d'autres manières. Merci aussi pour qu'est-ce que vous faites à SOS Professionnel. C'est important d'avoir du support, d'avoir des ateliers, vraiment des endroits d'échange. C'est vraiment, vraiment important. Des fois, dans le feu de l'action au quotidien, on n'a pas le temps. On est axé sur la tâche, mais d'avoir vraiment des moments où on peut se déposer, puis s'arrêter, se ressentir, c'est vraiment précieux. Puis on essaye, tu sais, d'inclure toujours un petit côté joyeux, festif en tout cas, parce que les deux cohabitent, hein, la détresse et la joie d'être un humain et de pouvoir le partager, comme on disait au début. Donc merci de collaborer à cette grande toile qu'on est en train de tisser ensemble. Ça fait vraiment plaisir. Donc on se voit le 1er décembre. Oui, à bientôt. Merci Delphine.